BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Tellement de sujets à discuter en crypto. Voilà, on n'aura pas assez d'une saison pour faire cette émission. Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. Je suis ravie de vous retrouver avec mes invités. Pauline Armandet, journaliste BFM Business. Bonjour Pauline. Bonjour. Ravie de vous retrouver dans l'émission. Stéphanie Nemaratia, avocate fiscaliste et fondatrice du cabinet Commit. C'est quoi Commit, Stéphanie? C'est mon tout nouveau cabinet qui est spécialisé justement sur toutes les problématiques de fiscalité liées à l'innovation et plus précisément la crypto évidemment. On va parler de fiscalité parce qu'on ne parle pas que de fiscalité chez les cryptos en période fiscale. Alors justement, il faut se préparer, il y a plein de choses à savoir et il y a plein de choses à structurer dans ce secteur-là. C'est très intéressant. Et Françoise Vasselin est avec nous également, professeure d'économie à l'université Paris-Est Créteil. Bonjour Françoise. Bonjour. Ravie de vous accueillir dans cette émission. Je vous posais la question tout à l'heure. Il y a beaucoup d'études sur les crypto-monnaies. On commence à avoir des cours sur les crypto-monnaies. Dites-nous que ça avance en université. Bien sûr, tout à fait. Notamment dans mon université, je fais un cours qui porte sur la fintech. Vous êtes auteur du marché des crypto-actifs, évidemment aux éditions La Découverte, livre sur, évidemment, livre économique. On y reviendra dans un instant sur les politiques monétaires, sur les stablecoins avec vous. BFM Crypto, le club, vous connaissez le principe. Vous nous posez aussi toutes vos questions sur l'adresse crypto@bfmbusiness.fr. Vous savez qu'on vous répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, ça y est, j'ai fini. C'est parti. Pauline Armandet, je commence par vous. Les actus et ce seuil symbolique qui vient d'être franchi, les sociétés cotées en bourse qui détiennent désormais plus d'1 million de bitcoins. Oui, alors ça représente 162 sociétés publiques dans le monde qui détiennent effectivement ce fameux butin d'1 million de bitcoins. Alors juste pour nuancer, il y en a une en particulier qui en détient énormément, c'est Stratégie, donc ex-MicroStratégie qui détient quand même plus de 630 000 bitcoins. Donc c'est vrai que voilà, sur ces 162 sociétés, il y en a une qui est clairement leader, les autres suivent. Et c'est vrai que si on prend les sociétés voilà, en tant que groupe ou entité qui détiennent le plus de bitcoins dans leur trésorerie, elles font quand même moins bien, par exemple, que les gestionnaires d'actifs et des fonds, notamment via des ETF Bitcoin Spot qui, eux, détiennent 1,4 million de bitcoins. Voilà, on a ces gestionnaires d'actifs, oui, les sociétés publiques et puis après les sociétés privées qui, elles, détiennent, on va dire, seulement que 300 000 bitcoins. 2025, donc les sociétés publiques sont le deuxième plus gros acheteur, c'est ça que ça veut dire, de bitcoin? Oui, c'est ce que ça veut dire. Il y a une étude d'ailleurs de la société River qui a expliqué qu'environ 1400 bitcoins étaient achetés chaque jour par des sociétés publiques, c'est le cas notamment en 2025, et ce qui fait que voilà, les plus gros acheteurs de Bitcoin restent les gestionnaires d'actifs avec 338 000 Bitcoins achetés en 2025, 330 000 par les sociétés publiques et enfin 84 000 Bitcoins par les sociétés privées. C'est intéressant. Déjà, ce mouvement des Bitcoin Treasury Companies, là, qui a vraiment lancé un mouvement là, cette année, on a commencé à en voir une française qui commence à se faire une place aussi. Et ces recours, les gestionnaires de fonds, ces sociétés publiques, ça fait monter le prix, hein, Françoise. On est d'accord que c'est quand même, dans la progression du cours du Bitcoin, c'est quand même un pas important. Oui, tout à fait. Plus on a de demande, forcément, plus la valorisation du Bitcoin va suivre. Évidemment, différents pays sont en train d'acquérir ces réserves stratégiques, mais ce n'est pas seulement le cas aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, si on regarde par exemple le Salvador, ils sont également en train d'acquérir de l'or. Donc on aurait l'or numérique et l'or matériel qui seraient les deux réserves, en tous les cas, que l'on souhaiterait détenir en ce moment. Les gestionnaires d'actifs, les entreprises, les États, ça fait grossir finalement cette popularité. Stéphanie? Moi, je le constate aussi beaucoup dans les entreprises françaises qui cherchent à se diversifier un petit peu, à utiliser cette trésorerie pour avoir un peu plus de rendement et aussi à lutter un peu contre l'inflation. C'est aussi un bon moyen d'avoir des actifs différents, de diversifier. Et ça veut dire aussi qu'il faut prendre quelques précautions juridiques.
Oui, juridique et même financière. Pardon, on est en bull market, hein, ça ne cesse d'augmenter. Mais enfin, on se pose quand même la question souvent sur ce plateau. Je l'ai aussi posé à Alexandre Lézet. Quand ça va baisser, et baisser peut-être fortement, ça donne quoi sur les trésors? Eh bien justement, c'est la raison pour laquelle il faut anticiper ça. Et ça s'anticipe aussi sur la responsabilité des dirigeants. Parce que quand un dirigeant prend cette décision, il faut qu'il soit, je dirais, baqué par l'actionnariat et que tout soit bien clair sur dans quelle proportion on peut investir sa trésorerie en crypto, ouais. Et à quel moment il faut se dégager de ce type d'investissement. On verra ça, on aura peut-être des réponses dans les mois qui viennent en fonction du cours. Vous nous parlez aussi, Pauline, de la société spécialisée Chain Analysis qui vient de sortir son classement des pays où les crypto-monnaies sont les plus utilisées en 2025. Qu'est-ce qui en ressort? Alors voilà, dans le top 10 des pays qui adoptent le plus les cryptos, il y a l'Inde, les États-Unis, le Pakistan, le Vietnam et par exemple le Brésil. En fait, Chain Analysis sort chaque année son classement où l'adoption des cryptos est la plus forte dans les pays. Et ce qui ressort par exemple cette année déjà, la grande différence, c'est que l'adoption se fait au niveau mondial et plus de manière isolée. C'est ce que constate la société. C'est assez intéressant de voir que quand on voit vraiment cette cartographie des pays, les cryptos vont être utilisés pour des usages qui vont être totalement différents. Il va y avoir de la spéculation, notamment côté US avec les ETF Bitcoin Spot, mais aussi dans d'autres pays, la crypto va être utilisée vraiment à des fins réelles et concrètes de paiement, de transfert de fonds. Et donc déjà 2025, les cryptos sont utilisés au niveau mondial et plus de manière isolée. Mmh. Après, ce qu'on constate vraiment, c'est que la région Asie-Pacifique va renforcer son leadership en matière de crypto-monnaie. Puis on a les États-Unis qui passent de la 4e à la 2e place du classement, notamment en termes d'utilisation des cryptos. Et ça, on comprend que c'est pas le fruit du hasard. Hein. Typiquement, avec un Donald Trump pro-crypto qui est arrivé, à la tête des États-Unis, avec toute la réglementation qui est de plus en plus clémente à l'égard des cryptos. On comprend que les Américains sont incités à en acheter et en utiliser. Et puis, dans le classement, la France se retrouve en 22e position. Et oui. Et c'est pas non plus très étonnant, avec tout le cadre aussi réglementaire et même fiscal qui va peut-être aussi désinciter certains Français à vouloir utiliser et même payer en crypto-monnaie, même si on le sait. 10% des Français détiennent des crypto-monnaies en 2025. 10% seulement, on peut voir. Le classement change par contre si on compare à la taille de la population. C'est ça qui est intéressant aussi, Pauline. Effectivement, là, on va retrouver vraiment dans les pays leaders en termes d'adoption, des pays d'Europe de l'Est, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie. Et Chain Analysis l'explique vraiment par le fait que dans ces pays, notamment, les cryptos sont vus comme des alternatives pour transférer des fonds, avoir accès au système financier et dans un pays aussi où l'inflation va être très importante. Donc c'est pour ça aussi que les cryptos sont utilisés dans ces pays. Et pour l'adoption, vous nous donnez aussi, pour terminer, des nouvelles de la famille Trump et de leur rapport grandissant aux cryptos. Oui, alors il y a eu 2 projets, notamment crypto, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, notamment la société de minage américaine Bitcoin qui a fait son entrée au Nasdaq. C'est une société qui est détenue en partie par les fils aînés de Donald Trump. Oui. Et en fait, ce qui peut interroger clairement, c'est que d'un côté, on a Eric Trump, donc un des fils de Donald Trump, qui incite la population à acheter des bitcoins et qui dit le bitcoin va atteindre $1 million. Et en même temps, il va aussi présenter sa société en disant n'hésitez pas à acheter des actions de notre société pour pouvoir vous exposer au bitcoin. Donc il y a clairement des interrogations à avoir en termes de conflit d'intérêts. Très clairement, ça depuis janvier, on est en plein dedans, c'est sûr qu'on se pose quasiment la question toutes les semaines. Effectivement, déjà pour Donald Trump et maintenant pour son fils. Et puis il y a eu un autre projet crypto, notamment la crypto-monnaie WLFI, qui est la crypto-monnaie de la plateforme World of Liberty Financial, donc de la famille Trump, qui a été lancée aussi il y a quelques jours sur le marché crypto et qui a fait des débuts assez intéressants. Mais il faut quand même se rappeler que la famille Trump détient plusieurs milliards de jetons
plusieurs milliards de jetons de cette plateforme. Et donc, elle pourrait détenir de manière virtuelle jusqu'à 5 milliards de dollars grâce à cette crypto-monnaie. Donc, si elle décide de vendre cette crypto un jour, ça fera de nouveau pas mal d'argent dans la poche de la famille Trump. On parle d'ici d'adoption, on parle ici de réglementation, Françoise. Quand on regarde pas trop dans les détails, on a l'impression que c'est très favorable. Alors, faut pas tout confondre. Là, on parle de Bitcoin. Il y a les stablecoins aussi, où il y a une très grosse réglementation. Cet été, le contexte américain est très favorable aux crypto-monnaies, ça c'est une chose. Et puis à côté, il y a nous, l'Europe, qui essayons de nous débattre. La France avec nos 10% de détenants de crypto-monnaies. Est-ce qu'on a perdu cette bataille déjà, d'après vous, Françoise ? Je pense que tout peut encore être joué. C'est vrai que le Genius Act a légitimé les stablecoins notamment, et donc a incité beaucoup d'entreprises américaines à investir dans ce secteur. Mais avant tout, il est important de distinguer parmi les différents segments de ce grand marché. Dans mes travaux notamment, je propose et je montre que ce marché des cryptoactifs peut être segmenté en 4 parties. Donc on aurait tout d'abord les crypto-monnaies de paiement, telles que Bitcoin, Litecoin, Monero, dans la lignée de Satoshi Nakamoto. Donc l'objectif, c'est de servir de moyen de paiement mondial, sans intermédiaire. Nous avons également les crypto-monnaies de plateforme, dans la lignée donc de Vitalik Buterin, avec Ethereum, Solana, Polkadot et tant d'autres. L'objectif ici, c'est de pouvoir héberger des jetons et des activités décentralisées. Et on a 2 catégories de jetons, les jetons non monétaires, qui là sont très diversifiés, effectivement, avec beaucoup de spéculation, notamment les mêmes coins entrent dans cette catégorie, puisqu'ils permettent notamment de marquer l'appartenance à une communauté. Et enfin, on a les stablecoins, qui sont la dernière catégorie. Et véritablement, cette catégorie est constituée à 99% de réserves en dollars en contrepartie, en tous les cas, ce qui fait qu'on parle quasiment de dollars numériques. Donc, selon le segment que l'on regarde, effectivement, les positionnements peuvent être différents. Et c'est intéressant parce qu'on va peut-être complètement changer de façon de parler de ce monde des crypto-monnaies. Je disais tout à l'heure avant l'émission qu'il y en a certains qui commencent à contester ce terme de Web3 ou ce terme de blockchain, ces termes trop génériques finalement, parce que commence à se réellement redessiner ce secteur complètement de façon différente. Vous vouliez revenir notamment sur l'évolution des stablecoins, ces réglementations cet été, ce Genius Act et ces stablecoins qui sont en train de passer de la blockchain publique à des blockchains privées. Exactement, et c'est le cas aux États-Unis. Malheureusement, en Europe, suite au règlement MiCA, le fait que les annonces sur la monnaie numérique de banque centrale ne soient pas très favorable aux investissements privés, puisque les entreprises qui pourraient investir se disent mais finalement je vais être en concurrence avec la BCE, ce qui n'est pas rien. Alors qu'aux États-Unis, récemment, comme nous le savons, cette monnaie numérique n'a pas été acceptée, elle a même été interdite. Oui. Donc au contraire, ce sont là les entreprises privées qui peuvent entrer dans le secteur et elles investissent de 2 manières, ce qui est très intéressant. D'une part, on a beaucoup d'entreprises qui souhaitent créer des blockchains privées, avec notamment Circle qui émettait déjà son stablecoin sur Ethereum et d'autres blockchains. Mais là, Circle va créer une nouvelle blockchain privée qui va s'appeler Arc. Mais Google également, avec son Google Cloud Universal Ledger, va également créer une blockchain privée. Donc ces 2 blockchains vont être totalement dédiées aux institutionnels. Elles pourront faire circuler l'USDC avec Arc, mais la blockchain de Google pourra faire circuler non seulement l'USDC de Circle, mais tous les autres futurs stablecoins agréés. Les avantages pour les émetteurs, c'est quoi ? Alors, pour l'instant, nous sommes sur les plateformes, pour les infrastructures. Eh bien, c'est simplement de faire payer l'autoroute, c'est-à-dire que l'on permet un usage de l'infrastructure contre une rémunération. Donc, on capte une partie de la valeur de l'infrastructure. Est-ce qu'on voit ce même mouvement en Europe? Parce que nous, on a l'impression d'être complètement largués en Europe sur les stablecoins. Les 99% des stablecoins sont indexés au dollar. De toute façon, on a déjà loupé ce stade-là. Nous, on est concentrés sur l'euro numérique. Est-ce qu'on va y arriver, nous, à sortir quelque chose là-dessus, ou ça va seulement se passer aux États-Unis? Je pense qu'il faudrait être plus clair sur cet euro numérique afin que les entreprises puissent être incitées à investir et à innover davantage. Mais bien avant les réglementations, je pense à une banque française, la Société Générale, avec la filiale Forge. Depuis 2023, cette banque a émis un stablecoin en euros. Leur
convertible. Elle est toute seule, quasiment. Je sais. Et avec Mika, l'année qui a suivi, on s'attendait à ce que d'investissements du même type puissent être entrepris. Malheureusement, cette attente autour de l'euro numérique ne permet pas d'y voir clair. Mais ce qui est quand même embêtant, c'est qu'on parle ici effectivement de stablecoin, mais on parle surtout de modernisation du système de paiement de demain. Et là, on a quand même un très très gros enjeu de souveraineté, tout simplement. Oui, tout à fait. Alors, la porte d'entrée dans ce marché des cryptoactifs pour les réglementations, ça a été les stablecoins, puisqu'en fait, bien qu'ils soient émis par des acteurs privés non bancaires, ils servent de plus en plus de monnaie. Vous l'avez dit, Pauline, notamment, ils servent dans des transferts de fonds internationaux, ils servent même au sein même des pays émergents pour remplacer la devise locale. Donc, effectivement, des questions de souveraineté monétaire se posent, et c'est pour cela que le régulateur a souhaité encadrer ce secteur, ce segment particulièrement. Et grâce à cela, aux États-Unis, on a d'autres entreprises qui, à côté de celles qui investissent dans la blockchain, vont investir dans les stablecoins, notamment Amazon et Walmart, qui sont en train d'explorer l'émission d'un stablecoin. Là, les avantages vont être de fluidifier le paiement en magasin pour Walmart et de réduire les coûts d'usage du réseau de cartes bancaires sur le commerce électronique. Donc, effectivement, il y a de gros enjeux d'investissement, mais c'est aussi le signe qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités, effectivement. Pauline, est-ce que ça vous inspire une question sur l'évolution des stablecoins entre les États-Unis et l'Europe ? Mis à part qu'effectivement, en Europe, pour l'instant, on a assez peu de projets et on se demande si, avec le retard qu'a l'Europe aujourd'hui, est-ce qu'elle réussira peut-être un jour à soit rattraper son retard, soit effectivement s'aligner un peu sur les projets US. Je pense que le fait de se tourner vers l'Europe est une très bonne idée, puisqu'effectivement, je pense que c'est au niveau européen qu'il faudrait avoir un investissement de grande ampleur qui puisse permettre de concurrencer peut-être à terme les blockchains privés qui sont en train de se développer. Stéphanie ? Je trouve ça très intéressant, ce sujet de la classification des cryptos, parce que en fait, ça rejoint un débat juridique. En France, en fait, on a une définition des actifs numériques. Alors, on parle plus du tout aujourd'hui d'actifs numériques, mais en réalité, juridiquement, c'est ce qu'on trouve dans le Code monétaire et financier. Et en fait, le Code général des impôts fait référence à la notion d'actifs numériques incluse dans le Code monétaire et financier. Et là, ce qu'on comprend, c'est que on a une diversification de ces actifs numériques, de ces crypto-actifs. Et on a une superposition aussi des définitions qu'on peut apporter en France, au niveau européen avec Mika. Et moi, la question que je me pose dans le quotidien, c'est quels peuvent être les impacts de ces différentes classes de crypto sur la fiscalité ? Est-ce qu'on va traiter de la même façon une crypto-monnaie qui sert de paiement, un jeton, un stablecoin, et tout ça, c'est des questions que j'ai au quotidien auprès de mes clients qui se demandent si, en passant par du stablecoin, donc dont la valeur est indexée sur des actifs financiers traditionnels, donc de l'euro, du dollar, mais aussi des bons du Trésor américain, est-ce que on sort du champ d'application qu'on connaît aujourd'hui des actifs numériques ? Françoise, il va falloir donner une réponse claire parce que je pense que même l'administration fiscale ne peut pas répondre à cette question, honnêtement. Alors, pour être vraiment très clair, il faut voir ces segments du marché des cryptoactifs comme la possibilité de diversifier un portefeuille en termes de rendement et de risque. Donc, on aurait les crypto-monnaies de paiement telles que Bitcoin, Litecoin, qui seraient peut-être certes volatiles, mais un peu moins que les crypto-monnaies de plateforme. D'ailleurs, même la plateforme CoinMarketCap montre que la volatilité des crypto-monnaies de plateforme, telle Ethereum, est 2 fois plus élevée que celle des crypto-monnaies de paiement. Donc peut-être qu'il y a à la fois plus de risques, mais plus de rentabilité espérée dans les crypto-monnaies de plateforme. Exactement. Et puis après, en termes d'identification de l'émetteur, c'est bien ça qui pose problème lorsque les États-Unis tentent d'appliquer le Howey Test. Qui est l'émetteur ? Est-ce que l'on investit de l'argent pour faire travailler quelqu'un qui va nous rapporter un profit ? Et notamment, on a les 2 grands, Bitcoin et Ethereum, qui ne pourront pas, jusqu'à présent en tous les cas, être classés comme des titres financiers. C'est intéressant parce que dans la fiscalité, on va en parler avec vous Stéphanie, on a vu par exemple cette année au moment de la déclaration fiscale que par exemple le statut des stablecoins, il était un peu dans une zone grise, on ne savait pas trop quoi faire, on pouvait peut-être transférer ces bitcoins en stablecoin le temps que ça reste comme ça et puis après surtout pas les transformer en monnaie fiat parce que on a vu qu'il y avait des questions
auxquelles l'administration fiscale n'avait pas répondu. Moi, je me demande si l'administration fiscale, elle a compris tout ça, elle est prête. Est-ce qu'elle est en train de travailler là-dessus sérieusement? Alors, on a une certitude, d'ailleurs, on le voit dans le rapport d'activité du ministère des Finances, c'est qu'il y a aujourd'hui des services qui se spécialisent sur les sujets crypto. C'est écrit noir sur blanc. Donc, je pense qu'ils travaillent sur ces sujets-là. De là à avoir des réponses à toutes nos questions, on n'en est pas tout à fait là. Et le problème qu'on a, c'est que l'administration fiscale ne peut pas vraiment agir avant qu'une loi ne passe. Donc on est dans un double niveau d'interrogation et de réponse. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a des milliers de détenteurs de crypto-monnaies qui sont dans l'irrégularité la plus totale au niveau fiscal, parce que justement, il y a des règles qui ne sont pas, pour le moment, très claires. Et ils savent pas, c'est pas des fraudeurs. Exactement. Voilà, c'est un peu ce qu'on a constaté. En irrégularité. Tout à fait. C'est vrai que dans notre cabinet, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de Français, de contribuables qui viennent nous voir et qui nous disent, mais en fait, je ne comprends pas la règle, je ne la connais pas, mais même quand vous me l'expliquez, la déclaration qu'il faut faire, je suis pas capable de la faire seule. Et donc, bon, on les accompagne, bien évidemment. Maintenant, on est bien persuadé que ce qu'il faut, c'est quand même une clarification des déclarations et une simplification, parce qu'aujourd'hui, les imprimés déclaratifs sont trop complexes pour être faits tout seul. Donc, on a besoin d'avoir recours à des experts. Il faut avoir fait une étude d'ingénieur pour avoir rempli sa déclaration en 2025. On est bien d'accord. Hein. Il a fallu de l'aide carrément pour cette édition-là. On espère que ça va se simplifier, évidemment. Vous demandez une cellule de régularisation fiscale. Aujourd'hui, quand on se trompe, par exemple, et que l'administration fiscale revient vers nous, on a droit au droit à l'erreur? Alors, il existe effectivement le droit à l'erreur. Alors, ça a été créé par la loi ESSOC. Donc, il y a vraiment une possibilité de faire une démarche. Ça marche aussi pour les cryptos? Évidemment, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour les cryptos. Le seul problème, c'est que on ne sait pas exactement quelles sont les pénalités qui vont nous être appliquées. Donc, c'est pas très clair. C'est la raison pour laquelle, en se réunissant avec des collectifs, on s'est dit, mais au fond, s'il existait une cellule de régularisation comme ça a existé pour les comptes étrangers, on aurait un bénéfice pour toutes les parties prenantes. On aurait des contribuables rassurés, donc un climat de confiance, avec des pénalités moindres si on a fait une erreur, mais on aurait aussi l'État qui aurait moins de contrôles fiscaux, moins de contentieux fiscaux à générer et à financer, avec des recettes fiscales et surtout des équipes de contrôleurs, ou en tout cas des équipes à l'administration fiscale capables de répondre à ces questions-là, parce qu'elles auront été formées précisément pour répondre aux contribuables qui se posent ces questions-là sans pour autant être des fraudeurs. Si le contribuable n'a pas toutes les réponses, il peut très vite se trouver dans cette situation où finalement, il va se dire non, je m'en occupe pas, c'est trop compliqué. Et il y a mais il y a des milliards à récupérer aussi pour l'État dans cette meilleure organisation fiscale sur les cryptos, une sorte de rétablissement de la confiance entre les deux parties pour, finalement, nettoyer un petit peu tout ça. C'est vraiment une logique gagnant-gagnant. Et puis on aurait aussi, même les personnes qui ne touchent pas forcément à la crypto se diraient, au fond, les règles s'appliquent de la même façon si j'investis dans des actifs traditionnels ou si j'investis dans des actifs crypto. Donc tout le monde en sortirait gagnant en réalité. La question que je me pose, c'est ces questionnements potentiels dans l'administration fiscale. Est-ce que les notaires, par exemple, les notaires qui font les successions, qui font les transmissions de crypto, est-ce que eux aussi, ils auraient besoin d'une cellule spéciale pour comprendre ce secteur-là? Parce que franchement, maintenant, ça y est, on a dit 10% des Français détiennent de la crypto. Ça veut dire que dans les successions et même dans les donations au cours de la vie, la situation va se présenter assez souvent. C'est tout à fait une question qui se pose maintenant régulièrement. On est sur un marché qui est un peu plus mature, donc des profils d'investisseurs qui sont un petit peu plus âgés et qui se disent comment je peux optimiser ma transmission à mes enfants. Et effectivement, il existe des stratégies tout à fait légales qui nous permettent d'anticiper à la fois le coût fiscal des transmissions, mais aussi la sécurisation de ces transmissions. Parce que évidemment, c'est un peu plus complexe que de transmettre un bien immobilier. Et c'est pourquoi je travaille très souvent avec des notaires qui ont cette spécialisation, aussi pour informer les bénéficiaires de ces donations ou de ces successions, de leurs obligations fiscales, déclaratives, etc., et des futures opérations qu'ils vont faire, par exemple, de vente. Françoise, on parlait tout à l'heure d'adoption, de ces 10% de Français qui détiennent des cryptos. Cette fiscalité, d'après vous, elle
elle va à l'encontre d'une adoption plus massive en France ? Il me paraît très intéressant de voir de quelle façon sont détenus et échangés ces cryptoactifs, puisque c'est peut-être là qu'on peut retrouver une clé pour mieux comprendre. On peut soit les détenir sur une clé personnelle, soit les détenir via les exchanges. Et là, il y a la question qui concerne leur conformité, leur réglementation. Notamment, on voit que cela est en train d'être amélioré aux États-Unis grâce au Genius Act. Et notamment, si on revient sur les stablecoins, certains pourraient ne plus être échangés sur certains exchanges à partir du moment où ils ne respecteraient pas les règles de conformité. Donc, peut-être que la fiscalité pourrait s'appuyer sur des bilans, des documents officiels que les exchanges pourraient fournir. Peut-être qu'il y aurait un travail en collaboration à faire au moins de ce côté-là. Le secteur est totalement en chantier. C'est ça qui est passionnant en cette année 2025 de parler de crypto. On a beaucoup de sujets encore à traiter, Pauline. On va vraiment encore avoir du travail sur cette saison. Merci mesdames, merci à toutes les trois d'être venues. Pauline Armandé, journaliste BFM Business, Stéphanie Neymar-Attias, avocate fiscaliste, fondatrice du cabinet Commit, et Françoise Vasselin, professeure d'économie à l'UPEC, l'université Paris-Est Créteil, auteur du marché des crypto-actifs, ce petit livre essentiel et ces catégories très intéressantes dont on a parlé dans cette émission. Je vous retrouve très vite et je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.